bonsoir Akram Belkaïd. Nous vous remercions d'être parmi nous ce soir. Alors, nous nous sommes rencontrés au Festival international de journalisme de couture, un festival remarquable que je conseille à tout le monde, autour du 14 juillet. Et à ce festival, vous faisiez une conférence, enfin vous animiez 2 débats, dont un débat sur les relations entre l'Algérie et la France. Comme c'était un des sujets qu'on avait envisagé pour cette saison du GREP, donc on vous a demandé si vous pouviez venir à Toulouse pour en parler. Vous avez répondu positivement et donc cette conférence s'est organisée en partenariat avec les Amis du monde diplomatique, comme vient de l'indiquer notre ami Georges. Ce qui est autour du 14 juillet, pas le 14 juillet exactement, c'est le Festival international de journalisme de couture qui n'est pas ouvert que aux journalistes, mais qui est vraiment quelque chose pour vous et moi. Et c'est très, très intéressant. Alors, pour en revenir au sujet de la conférence, les relations officielles entre la France et l'Algérie ne cessent de se dégrader. Si on veut évoquer juste des événements relativement récents, on peut évoquer en avril 2025 les problématiques de renvoi d'ambassadeurs de France en Algérie et d'Algérie en France, l'expulsion de personnel diplomatique et des déclarations souvent incendiaires. On a bien sûr beaucoup parlé de l'arrestation, de l'emprisonnement et de la condamnation de l'écrivain Boualem Sansal en Algérie. On a moins parlé de celle du journaliste Christophe Glaise. Alors heureusement, Boualem Sansal est revenu en France, il a été libéré, mais pour cela, il a quand même fallu la médiation de l'Allemagne. Et le journaliste Christophe Glaise est toujours en prison en Algérie. D'un autre côté, on peut bien sûr parler de ce qui s'est passé en octobre dernier à l'Assemblée nationale, ici en France. Un texte visant à la dénonciation des accords franco-algériens de 1968 qui donne des avantages, si l'on peut dire, aux ressortissants algériens concernant l'immigration. Donc ce texte, qui a été porté par le Front National, visait à la dénonciation de cet accord et il a été voté avec, bien sûr, par l'extrême droite, puisque c'est elle qui l'avait présenté, et avec le concours de la droite. Donc ce texte est passé. C'est comme si, d'une certaine façon, la guerre d'Algérie n'était pas terminée, qu'elle se continuait sur le plan diplomatique, politique, administratif. Et pourtant, les liens entre le peuple algérien et le peuple français n'arrêtent pas existent, se développent, perdurent. Et pourtant, nous en sommes là. Donc, Akram Belkaïd, comme a dit Georges, vous êtes rédacteur en chef du Monde diplomatique. Vous avez été chroniqueur au quotidien d'Oran jusqu'en 2021. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont notamment L'Algérie, un pays empêché. Nous comptons donc sur vous pour essayer de nous faire comprendre les obstacles à une véritable réconciliation entre Français et Algériens et surtout les obstacles à une normalisation des relations entre les 2 pays. Donc, juste avant de vous passer la parole, je vais juste annoncer que votre prochain livre, qui s'appelle Les Chroniques du Ramadan, est à paraître en février prochain. Je vous passe la parole. Merci. Je remercie le GREP de m'avoir invité. Merci à vous. Merci aux Amis du Monde Diplo qui ont co-organisé, qui ont participé à cette rencontre. Que vous dire? Je vais peut-être avoir quelques opinions qui vont aller à l'encontre des idées reçues sur la question de des relations, parce qu'il faut mettre ça au pluriel, franco-algériennes. Quand on veut juger une situation, on essaye de savoir quels sont les acteurs. Et souvent, quand on aborde la question de l'Algérie et de la France, on parle des Algériens d'un côté, des Français de l'autre, ou de l'Algérie d'un côté et de la France de l'autre. Et bien entendu, comme Isabelle vient de le dire, on met en avant toute cette actualité récurrente qui est problématique, qui crée du désordre, de la tension, rappel d'ambassadeurs, ça a été dit, arrestation d'écrivains, de journalistes, campagne de presse en Algérie contre la France, etc. Donc tout ceci donne l'impression effectivement que
rien n'est réglé entre l'Algérie et la France, que rien n'est réglé entre les Algériens et les Français. Je pense qu'il faut prendre un peu de distance par rapport à ça et essayer de laisser les choses se décanter. D'abord, les acteurs. Les acteurs, ils sont plusieurs dans cette affaire. Il n'y a pas que les Algériens et les Français. Il y a les Algériens, bien entendu, mais il y a les Algériens d'Algérie. Il y a les Français de France. Mais il y a aussi une troisième catégorie qui est assez composite, qui est assez hétéroclite, mais qui est celle des Algériens de France. Alors, je ne voudrais pas dire que, par exemple, les enfants de l'émigration, la troisième, quatrième génération, ne sont pas des Algériens. Ce sont des Algériens aussi. Mais dans leur positionnement vis-à-vis de ce qui nous intéresse ce soir, ils ont une attitude et une perception qui est totalement différente de ce que peut ressentir un Algérien en Algérie. Je vais m'en expliquer. Et de la même manière, en France, pour ce qui est de l'ensemble de la population, il faut toujours se poser la question à vos interlocuteurs. Quand vous parlez des Algériens, de quels Algériens parlez-vous? Parlez-vous des Algériens qui vivent en Algérie ou parlez-vous des Algériens qui partagent le même espace, qui vivent en France, qui sont descendants d'Algériens, qui sont parfois des citoyens français, mais qu'on continue de qualifier d'Algériens parce que leurs origines sont évidentes de par leur nom, de par leur faciès, etc. Et donc, vous voyez à quel point déjà il faut essayer de réfléchir sur qui sont les acteurs de cette problématique. Je vais commencer par dire une chose assez importante à mon sens, c'est que euh, entre les peuples, entre Algériens d'Algérie et Français, l'affaire est entendue depuis très longtemps. C'est-à-dire que si on voit ça sous un angle de confrontation, on fait fausse route. Euh, il n'y a pas en Algérie de haine à l'égard de la France. Je parle bien de la population et du peuple. Certains parmi vous ont certainement dû aller en Algérie. Je pense notamment aux anciens combattants, aux anciens appelés, aux pieds noirs, aux enfants de pieds noirs. Et ce qui saute aux yeux, c'est l'accueil, la qualité de l'accueil, l'hospitalité. Euh, et c'est quelque chose qui d'ailleurs m'intéresse énormément. Moi, je suis un enfant de l'indépendance. Je suis né après l'indépendance. Je suis né en 64, 2 ans après l'indépendance en Algérie. Et j'ai pas connu la période de l'immédiate indépendance, mais de tous les témoignages qui remontent, c'est que la population algérienne a très vite tourné la page, puisqu'elle a accueilli à bras ouverts ceux qu'on appelait les pieds rouges à l'époque, les coopérants, tous les Français qui sont allés travailler en Algérie dans les années 60, dans les années 70. Il y en avait énormément. J'ai eu énormément d'enseignants français qui faisaient leur service militaire, leur VSN, comme on disait à l'époque, en Algérie, prof de maths, prof de physique, et ça a duré jusqu'à la fin des années 80, jusqu'à ce que malheureusement l'Algérie soit en proie à des difficultés autres, qui étaient la tristement célèbre décennie noire, que moi j'appelle guerre civile. Et donc, si vous voulez, et ce qui m'étonne, c'est à quel point ça s'est rapidement, après 7 années de guerre effroyable, après 132 années de colonisation, à quel point finalement les choses ont basculé dans la normalité. Il y a eu effectivement beaucoup de violence au moment de l'indépendance, avant et après, mais dans le futur immédiat, dans les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, on s'est rendu compte que, ma foi, être français et vivant en Algérie pouvait être possible. Et aujourd'hui encore, je pense que les Algériens n'ont pas la France en tête. Ils ont leurs problèmes, ils ont leurs soucis, ils ont une situation d'un pays qui se cherche, qui n'arrive pas à sortir de l'autoritarisme, qui n'arrive pas à se débarrasser d'un régime qui ne consent pas à accepter que la population puisse être vraiment libre, qu'elle puisse décider par elle-même son avenir politique, l'avenir du pays. Et donc, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, la France n'est pas une obsession en Algérie. Elle est même, et là je vais peut-être être un peu provocateur, elle est même inexistante. Ce n'est pas un souci quotidien. Et même dans les projections personnelles, dans les vies des gens,
la France n'est plus seule. C'est-à-dire quand vous avez des jeunes étudiants algériens qui envisagent d'aller à l'étranger pour étudier, pendant très longtemps, le choix numéro un et le choix unique, c'était la France. Aujourd'hui, c'est fini. Vous avez des gens qui vont étudier au Canada, qui vont étudier aux États-Unis, qui vont dans les pays du Golfe. Et mieux, vous avez beaucoup de jeunes Algériens aujourd'hui qui vont étudier en Chine. Et ce n'est pas un phénomène marginal. Donc c'est tout ça pour dire que la France est moins évidente qu'elle ne le fut en Algérie jusqu'à la fin des années 2000. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Il y a même une distanciation. C'est-à-dire que la langue française, par exemple, perd du terrain parce que, ma foi, il y a d'autres offres, entre guillemets. Il y a l'anglais, il y a l'italien, il y a l'allemand. Il y a aussi la langue arabe, puisque le système éducatif algérien a été arabisé. Donc, l'idée qu'on serait tout le temps en train de regarder vers la métropole, l'ex-métropole, est quelque peu fausse. Elle est en tout cas à discuter. Je n'en dirai pas autant de ce qui se passe en France. En France, l'Algérie est omniprésente, qu'on le veuille ou non. Elle est omniprésente d'abord de par les origines des gens. C'est-à-dire que je suis frappé à quel point il y a des histoires algériennes à tous les coins de rue. Il y a bien entendu les enfants de l'immigration, il y a les enfants de Harki, il y a les enfants de Pieds-Noirs, il y a les enfants de la communauté juive algérienne, il y a les enfants de rapatriés, il y a les enfants d'anciens soldats, et il y a eu énormément de travaux, et on voit à quel point l'Algérie, c'est une espèce d'éléphant dans la pièce. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, il y a très peu de familles qui n'ont pas eu un lien, qu'on le veuille ou pas, avec ce qu'on appelait les événements, la guerre d'Algérie, la présence coloniale, etc. Tout. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas la seule raison. Parce que, ma foi, vous allez me dire, c'est le passé. La raison, c'est que finalement, vous avez une perpétuation de la chose algérienne en France, qui est notamment ces jeunes générations d'enfants nés, issus du Maghreb et notamment de l'Algérie, qui sont un rappel constant de ce qu'a été le passé de la France au Maghreb et notamment en Algérie. En Algérie, il n'y a pratiquement plus de présence française sur place. Les Pieds-Noirs sont partis, ils ont quitté l'Algérie au début des années 60. Ceux qui ont résisté, ceux qui ont essayé de rester au plus tard sont partis à la fin des années 70. Donc, vous voyez, il n'y a pas la même chose. Et donc, alors qu'en France, la question algérienne est un enjeu politique. C'est que ça continue d'être un enjeu politique. Ça continue d'être un enjeu électoral, doublement. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui s'appuient sur l'histoire et qui ont pour clientèle électorale des gens qui n'ont jamais accepté l'indépendance de l'Algérie ou qui l'ont mal vécu. Et donc, c'est un gisement de voix électorales non négligeable, même si le temps amenuise et diminue le nombre de voix que contient ce gisement, mais il n'en demeure pas moins que faire campagne sur la question du refus de la repentance, sur le refus de l'acceptation de la criminalisation de l'OAS, sur la réhabilitation de telle ou telle personnalité qui était Algérie française, ça continue d'être payant. Et donc, il n'est pas étonnant que dans un moment de surenchère politique, on a affaire à des gens qui aujourd'hui tentent, vaille que vaille, d'imposer le thème Algérie dans le discours national, dans le débat national. Et d'ailleurs, vous remarquerez que l'Algérie, c'est tellement délicat à manier que vous avez très peu d'hommes politiques qui se revendiquent des origines algériennes. C'est facile quand on est du Maroc, par exemple. Il y a Dominique de Villepin et d'autres qui n'ont aucun problème à rappeler leur jeunesse, le pays où ils sont nés. Sur l'Algérie, c'est moins évident. C'est parce que politiquement, il y a des coups à prendre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui de, je dirais, ce qu'on appelle l'intégration, la place qu'on veut ou qu'on ne veut pas accorder aux enfants qui sont nés ou qui sont originaires, à ces jeunes générations qui sont originaires du Maghreb, qui sont originaires d'Algérie, qu'on continue à appeler des immigrés alors qu'ils sont nés en France. Ils ont la nationalité française. Ils sont confrontés à un certain nombre de stigmatisations
et de discrimination, et ils sont porteurs d'une situation problématique sur le plan social, sur le plan politique, même si une partie s'intègre parfaitement, fait son chemin. On pourra, dans les questions, je pourrais évoquer le dernier livre de Mouhoub El Mouhoud, Le Prénom. C'est un directeur de fac maintenant, aujourd'hui en France, et il raconte, c'est un enfant de l'immigration, il est arrivé à 10 ans en France, il a fait des études, il est directeur d'université aujourd'hui, il fait partie de cet ensemble qui constitue aujourd'hui une classe moyenne qui s'est intégrée, mais dont on ne parle pas assez parce qu'on parle de ce que j'appellerais les marges, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la délinquance, à la radicalisation sur le plan religieux, etc. Et donc, on a une espèce de fonctionnement à double cliquet qui est qu'on bascule d'un moment à un autre entre les Algériens, les musulmans. Et si vous suivez l'actualité pendant, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines de manière précise, vous verrez qu'il y a une alternance, un peu erratique, mais il y a une alternance entre ces thématiques. Un jour, c'est l'Algérie, c'est les Algériens, et un jour, c'est l'islam. Et on lit les deux. Mais quand les hommes politiques, certains hommes politiques, notamment de droite et de droite extrême, parlent de l'Algérie, alors certes, ils visent officiellement le régime et l'Algérie de l'autre côté de la Méditerranée, mais en réalité, ce qui les intéresse, c'est les Algériens qui vivent en France. C'est ça qui est en arrière-plan. Quand on tape dans le discours, quand M. Retailleau tape sur l'Algérie, les Algériens, etc., ma foi, si demain il arrive au pouvoir, à Dieu ne plaise, il se dépêchera de normaliser d'une manière ou d'une autre les relations avec un État, parce que c'est la diplomatie qui le veut, parce que ce sont les intérêts de la France. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de taper sur les communautés d'origine algérienne qui sont aujourd'hui ostracisées, pointées du doigt, qualifiées de cinquième colonne, etc. Et on sent bien que dans le remue actuel politique, dans les idées nauséabondes qui circulent, ça peut s'avérer payant. Hein. Il faut prendre au sérieux tous ces discours autour de la remigration, parce que ça commence par des élucubrations d'une minorité et on ne sait pas comment ça peut se terminer. Et quand on parle de l'Algérie, ce n'est pas l'Algérie aujourd'hui qui est visée. L'Algérie, elle suit son cours, elle est indépendante et la France ne pourra plus jamais y revenir. Par contre, l'avenir des jeunes d'origine algérienne, des jeunesses d'origine algérienne qui vivent en France, lui, il est posé. Parce que où va-t-on dans cette manière de stigmatiser de manière récurrente, permanente, sans même se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur ces populations. Mais de façon générale, donc vous avez finalement, on a deux situations totalement antagonistes. On a d'un côté des peuples qui, vaille que vaille, ont des liens, des échanges. Il y a énormément de familles de souches d'origine française qui ont maintenant un gendre, une belle-fille mariée à un Algérien. Vous allez à Orly ou dans n'importe quel aéroport de France, vous vous installez, vous comptez le nombre de vols à destination de l'Algérie et vous comprenez à quel point les échanges sont importants. Il y a des gens qui font les allers-retours, vous avez des familles recomposées, etc. Donc, c'est une situation dont on ne parle pas assez. On continue de faire croire et de croire qu'il y a des problèmes, alors qu'en réalité, il y a un lien qui demeure, qui est important entre nos deux pays. Et ce qui est dramatique, c'est que ce lien, il est nié, il est minimisé, et surtout, il n'est pas accompagné sur le plan politique et institutionnel. On a eu l'espoir au début des années 2000 que l'Algérie et la France signent un traité d'amitié. C'était le grand projet de Chirac. C'était aussi le projet du président Bouteflika.
Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait pour une raison toute simple, c'est que pendant qu'il y avait des négociations autour de ce traité, des hommes politiques français ont, si vous vous en souvenez, introduit ce projet de loi à l'Assemblée nationale, dont un article prévoyait de rendre hommage aux aspects positifs de la colonisation. Et tout ça avait fait capoter les négociations. Et aujourd'hui, on n'imagine pas que ce traité de paix soit signé. Traité de paix et d'amitié, je corrige. C'est surtout ça qui est important. Traité d'amitié. Un traité d'amitié qui reconnaîtrait à quel point, entre l'Algérie et la France, il y a des choses importantes. Il y a les gens, il y a la circulation, il y a, il y a le passé, ce qui reste du passé colonial en Algérie, les cimetières, les archives. Il y a les Chibani, c'est-à-dire ces travailleurs immigrés algériens qui vivent en France, qui ne rentreront pas en Algérie parce que ils ont fait le choix pour beaucoup de rester en France pour différentes raisons, notamment économiques et sociales, et dont personne ne s'occupe. Il faut aller dans les foyers de vieux travailleurs et de Chibani en région parisienne ou même, j'imagine, ici à Toulouse pour prendre la mesure du drame que vivent ces personnes, qui sont abandonnées à la fois par l'État français, qui a très peu de considération pour elles, et qui sont aussi abandonnés par leur pays d'origine. Tout ça mériterait des discussions politiques, mériterait qu'on s'entende, qu'on réfléchisse dans un cadre institutionnel. Or, ce cadre, il n'existe pas. C'est-à-dire que je dis souvent que l'importance des liens entre l'Algérie et la France, et quand je dis l'Algérie et la France, je parle de liens humains, cette importance-là, eh bien, si on met en regard les relations institutionnelles, ces relations institutionnelles ne sont pas du tout à la hauteur de l'importance, de la réalité de ces liens humains entre les deux peuples. Y compris la question des jeunes originaires dont les familles viennent d'Algérie, etc. Tout cela aurait pu être traité de manière bien plus apaisée, notamment sur la quête de l'identité, sur la quête des origines, sur les interrogations à propos de la langue, des interrogations à propos de la religion. Dans un cadre apaisé, on aurait pu peut-être trouver des solutions pour amoindrir les tensions qui aujourd'hui créent des problèmes dans la société française. Or, ce dialogue-là, il n'existe pas. Il n'existe pas. Pourquoi? Eh bien parce que de part et d'autre de la Méditerranée, les deux pouvoirs ont compris que la question algérienne, que la question des relations bilatérales était quelque chose qui avait un intérêt à être manipulé, à être instrumentalisé. Je vous l'ai dit, en France, l'Algérie, taper sur l'Algérie de manière récurrente, de manière parfois méprisante dans le discours des uns et des autres, c'est engranger des voix. Quand j'entends une femme politique, ancienne ministre, ancienne commissaire européen, qui dit que les Algériens, qu'il y a des millions d'Algériens qui se baladent en France avec des couteaux et que ça ne fait quasiment réagir personne, me dit qu'il y a un vrai problème par rapport à ça. Et côté algérien, eh bien, la France, je parle du régime, la France, c'est un moyen d'essayer de mobiliser. C'est-à-dire, c'est une propagande. Ça marchait dans les années 60, ça marchait dans les années 70. Il suffisait de dire que la France voulait revenir, suffisait de dire que la France voulait imposer ses choix, demeurer influente. L'une des insultes, par exemple, à l'égard des Algériens francophones, c'est de les qualifier de membres du Hizb français, ça veut dire le parti de la France. C'est encore, ça existe encore, ça existe. Mais c'est de moins en moins efficace. Parce que si vous parlez aujourd'hui à un jeune Algérien qui a 20 ans, de la guerre d'indépendance, de la guerre d'Algérie, de ce qu'on appelle la guerre d'indépendance. C'est comme si vous parliez de 14-18 à un jeune Français qui avait 20 ans dans les années 70. C'est très loin. C'est très loin. On ne se rend pas compte du temps qui passe. Ces jeunes-là, ils ont connu autre chose. Ils ont connu la guerre civile, ils ont connu le boom des années 2000. Et donc, pour eux, il y a eu une espèce de radio-trottoir, de caméra d'interviews dans les principales rues d'Alger,
vous aviez de jeunes Algériens qui étaient incapables de nommer des noms de la révolution, comme on l'appelle en Algérie, du FLN, qui étaient incapables d'avoir une idée de la chronologie de la colonisation et de ce que fut la guerre d'Alger. Ils étaient incapables de situer dans le temps la bataille d'Alger. Ils en avaient une vague idée, mais ce n'est pas leur intérêt. Aujourd'hui, une partie de la population, la population algérienne est très jeune, et une grande partie de cette population, elle est sur les réseaux sociaux, elle est sur TikTok, elle a d'autres préoccupations que de savoir ce que fait la France ou de ce que ne ferait pas la France contre l'Algérie. Donc tout ça pour vous dire que d'un côté, il faut être optimiste parce que les liens entre les populations, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de, il n'y a pas de, je dirais, d'envie de revanche. Et par contre, la partie pessimiste que j'exprime aussi, c'est que j'ai vraiment la sensation que la classe politique française et une partie de l'intelligentsia qui est liée à la droite ou à l'extrême droite est en train de jouer avec le feu en stigmatisant les populations d'origine maghrébine parce que la confusion entre Algérie et islam entraîne dans le sillage les gens qui sont originaires de Tunisie et du Maroc. Et ça, c'est vraiment un vrai souci. C'est un vrai souci parce que on se rend bien compte qu'on est en train de créer des tensions de par l'origine. C'est-à-dire que on est constamment à mettre en garde la population française sur le comportement de telle ou telle minorité. Euh, on va le vivre malheureusement dans les mois qui viennent, au printemps, à l'été prochain, on va avoir la Coupe du Monde de football. Donc, on va avoir, on a les trois pays du Maghreb qui sont qualifiés, Algérie, Maroc, Tunisie. Et on va avoir donc des jeunes qui vont très certainement célébrer d'éventuelles victoires du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie dans les quartiers, un peu partout. Et vous verrez, et je suis prêt à prendre le pari, que nous allons avoir des polémiques, des déclarations, que le préfet de police de Paris va annoncer que les Champs-Élysées seront bouclés, que tel ou tel ministre va dire qu'il faut être ferme avec les fauteurs de troubles, etc., etc. Alors qu'en réalité, c'est ce qui fait la vie d'un pays, c'est sa dimension multiculturelle ou polyculturelle, si on n'aime pas ce terme-là. Dans tous les pays du monde, moi j'ai vu au Canada, aux États-Unis, quand l'Italie joue, par exemple, eh bien, vous avez des gens qui sont d'origine italienne, mais qui n'ont pratiquement jamais mis les pieds en Italie, qui sont contents. Ça fait un peu de folklore et les gens vivent très bien avec ça. Ici, on n'aime pas ça, on continue à avoir un réflexe à peu près très dur à l'égard de ce genre de manifestation. On demande aux jeunes de choisir, alors qu'en fait, ils sont une richesse. Ils sont français, mais comme ils sont d'origine algérienne et qu'ils vont à la recherche de leurs origines, eh bien, ils continuent à faire en sorte que d'une certaine manière, et c'est ça qui est paradoxal, cette jeunesse, c'est elle qui fait que la France continue à exister encore un peu en Algérie. Parce qu'ils ne parlent pas la langue, ils vont dans leur famille, ils emmènent des produits français, ils parlent de la France, ils invitent leur famille à venir les visiter. Et donc, ça continue à créer du lien. Et au lieu de travailler sur ça, je ne dis pas qu'il y a des soucis, il n'y a pas de soucis. Au lieu de travailler sur ça, on continue à ne voir que, ma foi, une espèce de nécessité d'affrontement. Et pour répondre un peu à la question avant de conclure, pour ouvrir le canal aux questions, euh, franchement, la réconciliation, elle est faite. Pour moi, la réconciliation, elle est faite. Elle coule de source. Euh, elle n'est pas complète et elle n'est pas totale. Et il est certains milieux auxquels elle échappe. Et ces milieux-là, paradoxalement, sont les milieux, je dirais, politiques, les dirigeants, qui, de manière volontaire, exploitent cet affrontement, enfin, exploitent cet antagonisme à des fins totalement électorales. Vous avez cité le cas de Boualem Sansal, j'imagine qu'il y aura des questions le concernant, cet écrivain. La manière dont son arrestation et son emprisonnement, qui, je le dis tout de suite, sont scandaleuses parce qu'un écrivain n'a pas à se retrouver en prison pour ce qu'il dit ou pour ce qu'il écrit, mais la manière dont ça a été exploité en France m'a laissé totalement dubitatif quant à la sincérité des condamnations
et des, je dirais, des emportements à l'égard de la manière dont il a été traité. Et de ça, les gens ne sont pas dupes. Je veux dire qu'en Algérie, les gens ne sont pas dupes. Et d'ailleurs, ça a été même contre-productif, puisqu'à chaque fois que l'extrême droite faisait, ou une partie de la droite parlait de Sansal, ça retardait d'autant sa libération. Et donc, encore une fois, optimiste parce que les peuples, ma foi, ça y est, ils ont tourné la page. Il y a des histoires à découvrir, il y a des débats à avoir. Je pense que ce qui m'inquiète le plus, c'est que les Algériens s'éloignent un peu de la France en termes de capacité à échanger. Les jeunesses ne se connaissent pas, mais pessimisme par rapport au jeu dangereux que la classe politique française est en train de jouer parce que ça peut que mener au pire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Akram, pour votre intervention. Donc là, ça va être le moment des questions dans la salle. Mais j'aimerais juste raconter quelque chose qui illustre un peu ce que vous disiez par rapport au lien entre les familles françaises et algériennes, que toutes ont plus ou moins une histoire liée, entrelacée. Il se trouve qu'en 2016, je suis retournée en Algérie avec mes frères, parce que je suis moi-même née à Oran. Et on a eu effectivement là-bas un accueil, mais alors remarquable, vraiment remarquable, au point qu'on a même pu visiter la clinique dans laquelle nous étions nés, puisque mon frère aîné aussi est né en Algérie, qu'on a été reçus. Mais les gens, enfin, c'était vraiment très, très étonnant. Dans la rue, les gens nous arrêtaient, nous demandaient d'où on venait, avaient toujours un proche de chez eux qui était pas loin de là où on habitait nous. Enfin, c'était vraiment quelque chose de remarquable. Et surtout, pratiquement tout le temps, les gens nous disaient, vous êtes ici chez vous. Et quelque part, je trouve que c'est presque dérangeant, mais enfin, ils nous disaient, vous êtes ici chez vous. Et je me disais, eux, ici, ils n'entendent jamais, vous êtes ici chez vous. Peut-être la place aux questions. Bonsoir, vous m'entendez? C'est bon? Vous avez parlé du problème donc qu'a la classe politique française par rapport à ces relations entre les deux pays. Mais alors, vous avez évoqué l'extrême droite et la droite. Vous n'avez pas parlé de la gauche ou de l'extrême gauche. Est-ce que vous pourriez rapidement, pour nous tous, faire un petit rappel? Lorsque la France était donc dirigée par la gauche, est-ce que les relations avec l'Algérie étaient meilleures? Vous avez raison de poser cette question. Il y a d'abord, si je me place sous un plan historique, il y a eu longtemps un passif entre l'Algérie indépendante et la gauche française. C'est-à-dire que les Algériens n'ont pas oublié que lorsque la guerre d'Algérie commence, le ministre de l'Intérieur s'appelle François Mitterrand. Les Algériens n'ont pas oublié que quand les premières condamnations de militants algériens indépendantistes ont été effectuées, lorsque des militants ont été exécutés, le ministre de la Justice qui refusait les grâces s'appelait François Mitterrand. Donc il y a un passif de ce côté-là. Il y a un passif aussi avec le Parti communiste en tant que structure. Je ne parle pas des militants, qui eux ont eu un rôle totalement différent. Mais le Parti communiste français a longtemps eu une attitude très ambiguë à l'égard de la possibilité d'une indépendance de l'Algérie. Et je rappelle souvent que la première grande manifestation contre la guerre d'Algérie, elle a lieu en 62 en France, c'est-à-dire quelques mois avant l'indépendance, et elle a lieu parce qu'il y a eu les attentats de l'OAS en métropole et la tuerie de Charonne. Ensuite, les choses changent. Et vous avez aussi le rôle d'une partie, je pense notamment d'une partie de la gauche, je pense notamment au PSU de Rocard, qui lui a joué un vrai rôle positif à l'égard de l'indépendance de l'Algérie, engagé contre la torture, etc. Donc vous voyez, c'était un peu, le paysage n'était pas homogène. Ensuite, en termes de relations entre les deux pays au moment où la gauche accède au pouvoir, il est évident que on sortait des années Giscard. Les années Giscard ont été exécrables dans les relations entre l'Algérie et la France. Il y a eu, même si Giscard a fait le regroupement familial, etc., il faut rappeler qu'il y a eu énormément de...
on a frôlé déjà à l'époque la rupture des relations diplomatiques, il y a eu des incidents à répétition. La gauche apaise les relations bilatérales. Elle l'apaise dans sa relation avec l'Algérie. Il y a beaucoup de choses qui se font. Euh, il y a une vraie dynamique franco-algérienne qui s'instaure. J'en dirai pas autant de ce que la gauche a pu faire ou ne pas faire à l'égard de ce troisième acteur dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les enfants d'immigrés. C'est-à-dire que la gauche a traîné des pieds, c'est un débat qui est sans fin, elle a instrumentalisé leurs revendications, on l'a bien vu, la fameuse marche des potes dans les années 80, de gens partis de Marseille, Lyon, pour réclamer des droits et auxquels on a répondu en créant SOS Racisme, et enfin en essayant de garder la main sur ce mouvement. Et ce n'est pas un hasard, malheureusement, où ça aurait dû interpeller plein de gens, que les premiers ministres d'origine maghrébine aient été nommés par un président de droite, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Et à l'époque, c'est soudain où les gens se sont réveillés en disant, mais enfin, mais pourquoi la gauche n'a pas fait ça avant? Alors on a toujours cette accusation de communautarisme, de quotas, etc. et tout, mais d'une certaine manière, euh, les relations, en tout cas la relation franco-algérienne a toujours été plus apaisée quand la gauche était au pouvoir que lorsque la droite l'était. Mais il y a des problèmes récurrents que ni la gauche ni la droite française n'ont réglés quand on parle des relations bilatérales. La question des visas, par exemple, est une question fondamentale. On ne s'imagine pas à quel point ça a un impact en Algérie. Mais je parle aussi du Maroc et de la Tunisie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez un sentiment d'humiliation permanent pour les gens qui demandent un visa. C'est long, c'est compliqué, c'est coûteux, et vous n'êtes pas sûr de l'obtenir. Et ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour le manœuvre, comme ça vaut pour l'intellectuel qui veut venir juste passer 15 jours en France pour se changer les idées et qui n'en peut plus de se faire rabrouer, de voir des refus, etc. Et ça, c'est quelque chose que côté français, on n'en a pas conscience de ce shift sur la question des visas. C'est ce qui pousse d'ailleurs, c'est ce que je vous disais en début d'intervention, c'est ce qui pousse de plus en plus de gens à aller ailleurs. C'est-à-dire que j'ai fait une école d'ingénieur en Algérie. J'ai une grande majorité de mes anciens camarades qui a quitté l'Algérie, comme moi, pour différentes raisons, mais qui ne vit pas en France. Ils sont au Canada. Et ils sont dans les pays du Golfe. C'est-à-dire que pour eux, la France, c'est fini, c'est pas possible. Même s'ils voulaient, ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que visa, etc. Donc voilà un peu. Mais c'est un grand débat, notamment sur la question du traitement du troisième acteur, c'est-à-dire les Français d'origine algérienne. Oui, mais quelle est la raison de toutes ces difficultés pour avoir un visa ou autre? Pourquoi? C'est une très bonne question, mais elle est liée à l'enjeu politique intérieur français. C'est-à-dire un gouvernement qui va devant l'Assemblée nationale et qui dit, mais grâce à moi, on est passé de 50 000 visas à 40 000, c'est potentiellement un gain électoral dans le contexte français actuel, puisque on fait croire et on dit aux Français que le principal problème, le danger, c'est l'immigration. Et donc, on ne se rend pas compte que, effectivement, il y a des gens qui demandent un visa pour venir et rester. Ça sera toujours le cas. Mais vous avez des gens qui sont très contents de vivre en Algérie, qui viennent en France juste pour différentes raisons et repartir. Mais tout le monde est traité sous l'angle de la suspicion. C'est-à-dire que vous pouvez. Je connais un chef d'entreprise qui est arrivé à Orly et qui a dû répondre à une cinquantaine de questions, aussi indiscrètes les unes que les autres, parce que le policier de la police aux frontières voulait s'assurer qu'il n'était pas venu pour rester pour toujours. Or, le gars, il a une entreprise qui tourne, il a 200 employés en Algérie, etc. Ce n'était pas du tout son intention, mais on vit dans ce climat de suspicion, de mise en cause et qui crée même des drames familiaux parce que vous avez des gens qui aimeraient bien venir, vous avez des grands-parents qui sont en Algérie, dont les enfants sont français, il y a des célébrations, des mariages, etc. Mais le visa empêche
Si vous interrogez les Maghrébins, les Algériens, mais les Maghrébins aussi, parce que j'insiste sur cette dimension, en leur disant quel est votre premier problème à l'égard de la France, ils vous diront c'est pas le passé, c'est l'impossibilité de se rendre là-bas, c'est le visa, c'est ces difficultés qu'on nous fait et qui sont vécues comme étant une cérémonie de l'humiliation. Oui, quand vous allez demander un visa au consulat de France à Alger, à Tunis ou à Rabat, c'est une humiliation. C'est quelque chose dont vous ne pouvez même pas imaginer la lenteur, le nombre de choses qu'on vous demande, le nombre de papiers. Vous demandez votre visa le 1er février. Si vous l'avez autour de début mai, c'est une très bonne chose. Oui, vous avez répondu un peu à la question et avant qu'on en parle, moi je me demandais si la classe politique algérienne avait conscience du sort de leurs ressortissants en France et si il y avait eu des, comment dire, des accords de coopération pour peut-être améliorer les choses, enfin, est-ce que l'Algérie pouvait mettre des choses en place pour que leurs ressortissants en France soient mieux? Et puis après, vous parliez des jeunes qui sont loin, évidemment, de la guerre d'Algérie, de l'indépendance. Et je voulais savoir si dans les lycées, on enseignait la guerre d'Algérie. Moi, je ne l'ai pas apprise. Moi, je suis née en 59, j'ai appris la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas appris la guerre d'Algérie. C'était sûrement trop tôt, on n'en parlait pas assez, l'abcès n'était pas crevé. Voilà. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, euh, c'est dans le programme? Voilà. Alors, bon, votre question m'amène tout de même à dire, enfin, je l'ai dit en filigrane, et je pense que ça s'est vérifié, enfin, vous l'avez senti. Le problème de l'Algérie, c'est aussi son pouvoir, son régime. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le régime a essayé d'instrumentaliser les communautés immigrées avec des organisations comme l'Amicale des Algériens en France, l'Amicale des Algériens en Europe. Mais il faut dire que l'influence des autorités algériennes sur les communautés algériennes en France, elle est moindre. On le voit bien, par exemple, quand il y a des élections, il y a très peu de gens qui se déplacent pour aller voter. Ils n'obéissent pas au mot d'ordre lancé par Alger qui aimerait qu'il y ait une grosse participation. Donc, euh, alors, néanmoins, récemment, les autorités algériennes, pour ennuyer leur homologue française, se sont mises en tête d'essayer de convaincre, d'agir, d'influencer les Français d'origine algérienne. Bon, ça se traduit par des influenceurs à qui on demande d'avoir des discours critiques à l'égard de la France. Ça se traduit par de petites cérémonies ici ou là pour essayer de faire croire qu'on va créer, entre guillemets, un lobby algérien. Mais tout ça est vraiment marginal et n'a aucun effet. Donc, et quant à la situation, il y a des élus qui sont censés représenter les Algériens vivant en France à l'Assemblée algérienne. Mais alors, il y a eu des choses. Par exemple, il y a eu, par exemple, l'État algérien aide, par exemple, pour les rapatriements, pour les enterrements. Il y a une aide financière. Mais ça remonte à quelques années, c'est tout. Avant, il n'y avait rien. Les gens étaient obligés de se débrouiller tout seuls. Donc, il y a quelques petites. Par exemple, ce que l'Algérie et la France ont réussi à faire, mais ça a mis du temps, c'est de s'entendre sur la question du service militaire. Bon, il n'y a plus de service militaire en France. Le service militaire existe encore en Algérie, mais vous aviez eu une période où, même si vous aviez fait votre service militaire en France, en tant que franco-algérien, si vous alliez en Algérie, vous risquiez de ne pas pouvoir repartir et quitter l'Algérie parce qu'on vous envoyait directement sous les drapeaux. Et vous aviez énormément de cas comme ça. Ça, c'est fini. A priori, il y a une coopération. Et donc, on a avancé sur ce plan-là. Mais il y a d'autres choses qui mériteraient d'être explorées. Prenez un Algérien vivant en France ou faisant l'aller-retour entre l'Algérie et la France, il vous exposera mille et un problèmes où il aimerait que les deux États s'entendent et améliorent la situation. Je parle des questions de fiscalité, les questions de retraite, les questions je dirais, de gestion des patrimoines, de gestion de l'épargne, etc. Sur les programmes scolaires, votre question, c'était en Algérie et en France, les deux pays, c'est ça, hein? Alors, voilà. Alors, en Algérie, il n'y a pas de nom. D'ailleurs, c'est un slogan. C'est un seul héros, le peuple. Comme politiquement, c'est sensible,
on aborde ça de manière... les programmes de l'histoire sont très contrôlés. On fait attention parce qu'il y a quand même eu des dissensions au sein du FLN, il y a eu une guerre civile entre Algériens, il y a eu la question des harkis, etc. Tout ça est passé sous silence. Néanmoins, il y a eu un grand progrès. Il y a un grand progrès, mais ça ne dépend pas de l'école. Vous rentrez dans une librairie à Alger, vous trouvez tous les livres possibles et inimaginables sur la guerre d'Algérie. Il n'y a plus de censure sur cette question-là. C'est-à-dire que vraiment, et là, on a fait un progrès par rapport à il y a 20 ans. Pour celles et ceux qui connaissent le personnage, ils vont prendre la mesure de ce que je viens de dire en m'écoutant. Ah, j'ai trouvé les mémoires du général Bijard à Alger. Donc, c'est vous dire. Par contre, ce qui reste sous, et là c'est autre chose, mais ce qui reste sous la cloche, c'est la mémoire de la guerre civile. Ça, on en parle moins et ça reste un sujet très, très délicat. Sur l'enseignement en France, écoutez, il y a toujours des gens qui vous expliqueront que les programmes, il n'y a rien, que ça reste un tabou, que en réalité, tout est disponible. Tout est là. C'est-à-dire que les manuels sont complets, les programmes sont le plus ouverts possible. Le problème se situe ailleurs. Le problème se situe dans la volonté ou pas des enseignants d'aborder de front ces sujets-là. Et on est aujourd'hui dans une situation un peu de régression parce que beaucoup d'enseignants préfèrent être prudents sur ces questions-là parce que dans une classe avec des gens d'origine diverses, aborder la question des harkis, par exemple, ça peut braquer. Aborder la question des tueries de pieds noirs à Oran au moment de l'indépendance, ça peut braquer. Des divisions au sein du FLN, etc. Donc, mais le matériau historique, pédagogique, il est complet et il est très riche. C'est une question de volonté des enseignants aujourd'hui qui est à discuter plus qu'autre chose. Alors, nous avons une question à distance, donc de Marie-Claude qui n'arrive pas à allumer sa caméra, mais je crois qu'on peut vous entendre. Allez-y, Marie-Claude. Bonjour, j'aimerais que vous nous parliez de l'attitude de la France pendant la décennie noire, pendant la guerre civile. Est-ce qu'il y a eu accueil d'intellectuels ou de professionnels algériens en France qui se sont réfugiés en France, en somme? Quelle était l'attitude du gouvernement? L'attitude du gouvernement français a été... il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu même des polémiques entre les deux pays. C'est que pour vous rappeler les conditions dans lesquelles cette guerre a commencé, enfin ce conflit a commencé, c'est que nous avons eu des élections législatives où les islamistes ont gagné les élections et étaient prêts d'avoir la majorité absolue au Parlement. Et donc l'armée a fait un coup d'État, a déposé le président, a confisqué le résultat électoral et la violence qui existait déjà à cause de certains groupes radicaux s'est propagée un peu partout. Et donc, vous avez des groupes armés qui ont commencé à s'attaquer à la fois aux représentants de l'État, mais aussi aux intellectuels, aux journalistes, considérant qu'ils étaient des traîtres et qui servaient le pouvoir. Et donc, une partie de ces personnes a pu se réfugier en France. Là, pour le coup, l'État français a été plutôt, je dirais, tolérant. Mais en réalité, les initiatives de soutien, de solidarité, elles sont plutôt nées de la société civile française, des milieux intellectuels. Bourdieu a joué un grand rôle dans l'accueil des intellectuels algériens réfugiés en France. Il a créé un comité de soutien, ils ont essayé de trouver du travail à ces gens-là. Donc il y a eu une mobilisation, mais surtout au niveau des sociétés civiles. Sur le plan politique, et pour rejoindre la première question qui a été posée tout à l'heure, il y a eu une grosse polémique entre l'Algérie et la France parce qu'au début, Mitterrand trouvait anormal l'arrêt des élections. Et donc, ça lui a été reproché, ça a pu être instrumentalisé. Et donc, il y a eu une période de froid qui ne s'est réglée qu'avec l'élection de Jacques Chirac, qui, lui, a mis en place une solution, une politique, je dirais, de
de prudence à l'égard du régime algérien et surtout de non-soutien aux islamistes. Et puis, il y a eu les attentats qu'on a subis en France, notamment en 1995, pour celles et ceux qui se souviennent, et qui ont forcé d'une certaine manière un peu la France à soutenir le régime algérien contre les groupes armés. Il y a eu aussi ce drame terrible des moines de Tibérine qui ont été enlevés et assassinés. Donc voilà un peu quelle a été la position du gouvernement français à cette époque. Bonsoir. Je voudrais faire un petit détour de la politique à la littérature et au cinéma. Vous avez dit que les Français avaient un réel intérêt qui ne se dément pas pour l'Algérie, d'où peut-être le succès du film qui est actuellement sur tous les écrans, L'étranger. Alors ce film, bon, qui remonte bien sûr à ce que Albert Camus a écrit en 1942, ce film, alors ce film qui a été repris aussi après, un peu plus tard, par Kamel Daoud en 2015. Il a réécrit L'étranger et dans son livre, il donne à l'étranger un nom, il le nomme, alors que Camus ne l'avait jamais nommé. Et enfin, dans le film d'Ozon, qui vient de sortir, et qui décrit une Algérie blanche, très sûre d'elle-même, très souveraine, on a quand même des signes de l'apartheid qui pouvaient quand même y régner. Il s'est servi d'archives pour montrer qu'au cinéma, il y avait des actualités qui décrivaient la situation des Algériens dans l'Algérie colonisée. Et il y avait aussi dans le film une pancarte qui montrait que ce cinéma-là, était interdit, entre guillemets, aux indigènes. Alors, je vous parle de tout ça pour me demander si un tel film, avec la façon dont il montre les choses, quel rôle joue-t-il exactement dans la qualité de la relation entre la France et l'Algérie? C'est une vaste question qui va m'amener à faire peut-être à élargir le champ du propos. Comme je vous l'ai dit, moi je suis un Algérien d'Algérie. Je suis arrivé en France très tard, au milieu des années 90. Et donc, je suis un produit de l'école algérienne, je suis un produit de l'enseignement supérieur algérien. Et dans ma relation à la France, il y a bien entendu parfois des moments un peu délicats dans la discussion. Et ce moment délicat, il est lié à la période coloniale. Il est lié à la période coloniale dans la mesure où il y a encore des discours, grosso modo pour plaire, en tant qu'Algérien, je pourrais aujourd'hui vous dire que nous vivions très bien ensemble, que, ma foi, il est dommage qu'il y ait eu cette séparation, qu'il y avait du bon dans la période coloniale, etc. et tout. Et c'est vrai que quand vous êtes Algérien et que vous avez ce discours-là, beaucoup de portes s'ouvrent, notamment dans les milieux littéraires français, artistiques. Moi, ce n'est pas du tout mon discours. Pour moi, je veux regarder devant, mais il est hors de question pour moi d'accepter qu'on me dépeigne le passé colonial comme étant beau et non, ce que vous dites, qui est non lié à une certaine forme d'apartheid. Et donc, ce qui agace profondément en Algérie, c'est aussi, je dirais, cette certaine nostalgie que l'on sent planer parfois dans les milieux des lettres, un peu partout, qui finalement me pousse à penser qu'en France, et c'est un problème franco-français d'ailleurs, qu'en France, on ne s'est pas guéri de la perte de l'Empire. La France a été un empire, elle a eu un empire colonial, et je pense qu'aujourd'hui encore, jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les engagements anticoloniaux, et ça je ne les nie pas, de personnalités, d'artistes, etc., il y a parfois une rémanence soudaine qui
qui émerge et qui fait que l'Algérien sent qu'on est en train de lui dire que, ma foi, il a été indépendant, mais que dommage et que ça aurait pu en être autrement. Or, il fallait que l'Algérie soit indépendante. Ça ne se discute pas. Ça s'est fait dans le sang, les pleurs, etc. Ça aurait pu peut-être se faire autrement, mais c'est le point de départ d'une discussion ou d'une non-discussion. Et Camus, c'est très intéressant et c'est très bien de le citer. Pour moi, j'ai énormément de mal avec cet écrivain. En tant qu'Algérien, j'ai énormément de mal. Alors, j'admire la littérature, j'admire le style, j'admire même la philosophie. Mais ça, c'est subjectif. On est dans le domaine littéraire. Il y a des gens qui n'aiment pas. Je ne sais plus qui avait dit que l'étranger, c'était de la philosophie pour étudiants en terminale. Enfin, bref. Mais c'est vrai que quand on lit, moi, je l'ai lu là pour la première fois adolescent, un peu plus tard, mais j'avais été mis en garde par mon entourage familial qui m'avait dit il n'était pas des nôtres. Camus ne voulait pas l'indépendance de l'Algérie. Dans l'étranger, les Arabes n'ont pas de nom. Et puis, il y a cette fable incroyable qui veut qu'un Français blanc, qu'un Algérien d'origine européenne, donc soit condamné à mort parce qu'il a tué un indigène. On a envie d'y croire, mais enfin, c'était pas possible. Et donc, il y a toute une discussion autour de ça. Et c'est vrai que c'est un des éléments, alors là, qui pour le coup peuvent crisper non pas les gouvernements, parce que je pense que les questions littéraires, pour ceux qui dirigent en Algérie, ça leur passe au-dessus de la tête, mais sur les intelligentsias, sur les intellectuels, c'est un domaine, dès qu'on touche au passé et qu'on essaye d'imprimer sa vision. Moi, j'accepte l'idée qu'on me dise, je, je, je considère que c'est dommage que l'Algérie française n'ait pas pu continuer. C'est un point de vue, je peux l'entendre. Ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'on me demande d'avoir le même avis. Et là, pour le coup, c'est très difficile à admettre et à accepter. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je suis confronté de manière régulière dans les discussions, y compris avec des gens de gauche, qui au bout d'un moment, vont me dire, mais ça aurait pu être autrement. D'abord, moi, je dis, ça aurait pas pu être autrement parce que moi, l'indépendance, elle est consacrée, c'est fini, on n'en parle plus. Et donc, sur la littérature, vous avez deux voies. Soit vous avez une littérature, je dirais, conciliante, qui comprend cet état, qui est une littérature, je dirais, très opportuniste, qui comprend cette nostalgie de l'Empire qui existe en France et qui va écrire des choses sur la cohabitation, on était très bien ensemble, etc., etc. Et puis une autre littérature qui est plutôt celle de la littérature sur l'Algérie d'aujourd'hui que je préfère et qui, à mon avis, se passe je dirais, d'histoire fiction et qui demeure aujourd'hui encore un terrain, je dirais, très, très, très mouvant. Mais Camus, effectivement, symbolise, le débat autour de Camus symbolise oui, à l'écrivain hostile, non au message plus ou moins politique que pouvait charrier son écriture, ou en tout cas la récupération de son écriture. Bonsoir. Tout le monde m'entend? Ok. En fait, j'aimerais avoir votre point de vue sur une autre partie de la relation entre nos deux pays, qui est plutôt d'ordre économique et industriel, à savoir, si vous avez des éléments là-dessus, j'aimerais avoir votre point de vue sur la manière dont les deux pays ont évolué sur le plan de la géopolitique des hydrocarbures. Et donc, du coup, notamment des tracés des oléoducs et des voies de pétrole, puisque il s'agit, comme d'habitude, d'enjeux géostratégiques extrêmement importants pour les États. C'est une très bonne question parce qu'on oublie souvent le domaine économique. Et avant de répondre directement à ce que vous venez de me demander, j'aimerais dire que quand on regardait pendant très longtemps le bilan du commerce extérieur français, vous savez que la France est un pays qui a un déficit commercial de manière régulière, mais que l'un des rares pays avec lequel elle avait un déficit commercial positif, c'était l'Algérie. Ça voulait dire que la France vendait plus à l'Algérie que l'Algérie ne vendait à la France. Et que vous avez et d'ailleurs on est dans la région, mais même du côté de Marseille, etc. et tout, vous avez un certain nombre de petites et moyennes entreprises françaises
qui ont beaucoup souffert de la dégradation des relations politiques entre l'Algérie et la France, parce que l'un de leurs marchés principaux, c'est l'Algérie. Et donc, là aussi, quand je vous parlais tout à l'heure du traité d'amitié, de la reconnaissance de l'importance de la relation bilatérale, on n'a jamais, côté français, comme le côté algérien, on n'a jamais reconnu la relation économique à sa juste valeur. On n'a jamais dit que la France, d'une certaine manière, une certaine France économique, avait besoin du marché algérien. C'était jugé comme étant un marché, je dirais, captif. C'est normal. On est la France, on va en Algérie, point à la ligne. Et puis petit à petit, il y a eu des concurrences. Et donc, on a commencé à avoir des articles passés, ça je vous parle de la fin des années 80, début des années 90. Ah, les Italiens nous concurrencent en Algérie. Bah oui, ça arrive et c'est parce que vous avez fait moins d'efforts. Puis après, on a commencé à dire, ah, les Chinois nous concurrencent en Algérie. Ben, c'est exactement la même chose. Et donc, voilà un résultat concret d'une position politique qui a conduit à ce que des acteurs économiques français perdent des parts de marché en Algérie parce que justement, la relation politique entre les deux pays n'était pas à la hauteur. Sur les hydrocarbures, c'est clair que l'intention du régime algérien, quand il a nationalisé les hydrocarbures, c'était de se mettre à l'abri justement de ces polémiques franco-algériennes et donc de se garantir des marchés qui soient différents de la France. C'est pour ça que l'Algérie a parié sur l'Espagne et elle a parié sur l'Italie. Et aujourd'hui encore, ça continue. Quand vous voyez les deux gazoducs qui partent d'Algérie, il y en a un qui va vers l'Espagne et il y en a un qui va vers l'Italie. Et aujourd'hui, paradoxe, c'est que l'une des personnalités les plus accueillies à bras ouverts en Algérie, personnalité occidentale, c'est Mélanie. Et que le plan de dynamisme de l'industrie de l'Italie, qui est mené par ce gouvernement néofasciste, porte le nom de Mattei. Mattei, c'est une personnalité italienne qui a été engagé qui était résistant, proche du Parti communiste italien, et qui a beaucoup aidé le FLN algérien pendant la guerre d'Algérie, qui est mort dans un accident douteux. Je vous recommande, pour celles et ceux que ça intéresse, de regarder l'affaire Mattei. Le film est disponible sur YouTube, il est gratuit, et ça raconte un monde qui a disparu aujourd'hui, mais ça raconte comment l'Italie a réussi à se garantir une indépendance énergétique grâce à cet homme progressiste. Et je trouve incroyable que son nom, aujourd'hui, ait été récupéré par un gouvernement néofasciste italien pour donner une impulsion à l'industrie italienne. Et en Algérie, quand Mélanie va en Algérie, elle est accueillie à bras ouverts. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la piste pour Saint-Salle au début pour faire la médiation, avant qu'on pense à l'Allemagne, on a pensé, les Algériens ont sollicité, les Algériens et les Français ont sollicité les Italiens qui ont décliné et qui n'ont pas voulu se mêler de cette affaire. Et c'est comme ça que l'Allemagne a récupéré le dossier. Mais sur les hydrocarbures, oui, vous avez raison. Mais de façon générale, il y a aussi cette obsession de l'Algérie, d'une partie de la classe politique française, cette peur de dire on veut être partenaire avec l'Algérie, on oublie le passé et on va essayer de faire des choses ensemble parce qu'il y a des choses qui se font, on va essayer d'organiser tout ça. Ça fait que dans la géopolitique actuelle, quand vous regardez le monde, vous avez une Europe de l'Est qui est sous influence allemande. Je veux dire que la réunification des deux Allemagnes et la chute du mur de Berlin, ça a profité à l'économie allemande de manière magistrale. Et la France, qui, elle, aurait pu s'appuyer sur le sud de la Méditerranée pour différentes raisons, n'a pas mis les moyens politiques, je ne parle pas de néocolonialisme, je parle de partenariat, d'égal à égal, n'a pas mis les moyens politiques pour essayer d'avoir comme atout ces pays qui aujourd'hui regardent ailleurs eux aussi. C'est-à-dire que sur le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, c'est plus des marchés assurés, c'est plus des bases assurées pour l'économie française. Et c'est encore plus délicat aujourd'hui pour la position française dans un contexte où même en Afrique subsaharienne, les Français sont priés de partir et de réduire leur position économique. Donc il y a eu, à mon sens, ça sera peut-être dit un jour et écrit en cela, il y a eu une erreur stratégique de la France après la chute du mur de Berlin de ne pas essayer de parier
sur un partenariat fort entre elles et ces anciennes possessions, en tout cas, ne serait-ce qu'au moins le Maghreb central, en révisant un peu son modèle d'approche. Il fallait arrêter de penser que ces pays-là étaient garantis d'une certaine manière et au contraire essayer de bâtir quelque chose de plus sérieux. Et ça n'a pas été fait. Je voudrais parler de la jeunesse, puisqu'on a évoqué ce sujet tout à l'heure. Il y a un jeune historien qui s'appelle Paul-Max Morin qui dit qu'aujourd'hui, 40% de la population, en tout cas des jeunes Français, ont un lien plus ou moins direct avec l'Algérie. Donc c'est très conséquent. Et pour rebondir sur la question de Madame tout à l'heure sur l'enseignement de la guerre d'Algérie dans les lycées et collèges, si vous me permettez, je vais faire 30 secondes, une petite digression sur l'association que je représente, entre autres, qui s'appelle la 4ACG. C'est l'association des anciens appelés en Algérie contre la guerre. C'est des personnes qui ont fait la guerre en Algérie et qui sont humanistes, qui étaient humanistes, qui sont restés humanistes et qui ont découvert un pays, un peuple magnifique et qui aujourd'hui essaient de rapprocher les peuples français et algériens. Donc je vous encourage vraiment à suivre leurs travaux et leurs rencontres. On fait des soirées débats, des rencontres dans les collèges et lycées et surtout, il y a des voyages qui sont organisés régulièrement en Algérie. Alors, j'en fais d'autant plus la publicité que je ne suis pas directement concerné. Je suis tranquille, hein, j'en profite. Juste pour voilà, alors juste dans les travaux qu'on a, enfin dans les rencontres qui ont été faites entre anciens maquisards algériens et appelés français, il y avait des débats qui ont eu lieu, évidemment, ils sont devenus pour la plupart très amis. Et les Algériens qui ont été rencontrés ont dit qu'ils n'avaient pas fait la guerre à la France, mais à la colonisation. Donc, je trouve que moi, ça a été une vraie découverte pour moi, parce que ça change vraiment ma façon de penser la guerre d'Algérie. Et peut-être que c'est ça la difficulté en France, de la regarder avec la complexité qu'elle représente. Enfin, on ne va pas reparler de toutes les exactions de la guerre. Mais je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir aussi. Pourquoi on n'arrive pas à regarder notre histoire franchement, avec toute la réalité des horreurs qui se sont passées. Et ensuite, indirectement, il y a deux sujets que je voudrais discuter avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à relancer l'idée d'un musée du colonialisme, puisque ça avait été un projet qui a été abandonné, je crois, du côté de Montpellier, si je ne me trompe pas. Et ensuite, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un office franco-algérien pour la jeunesse, un peu sur le modèle de l'office franco-algérien pour la jeunesse franco-allemand, qui a permis qu'on dépasse la Seconde Guerre mondiale et les traumatismes de cette guerre. Voilà, merci. Alors, je ne me sens pas très compétent sur la question des musées. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des musées, à condition que la prise en charge pédagogique suive. Et c'est vrai que c'est important. Je sais que par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, malgré tout le bruit médiatique et politique, vous avez une commission mixte d'historiens qui se réunit régulièrement, algériens et français, qui discutent. Donc ça, c'est très bien. C'est vrai que par rapport à une jeunesse française d'origine algérienne, mais ça vaut aussi pour tous les pays qui ont été colonisés par la France, la quête de l'identité, elle est frappante aujourd'hui, parce que vous avez des réseaux sociaux, vous avez des discours, vous avez des gens qui se cherchent, qui veulent savoir ce qui s'est passé, qui veulent savoir pourquoi leurs parents sont venus, qui veulent savoir pourquoi la France est allée chez eux, enfin, sur la terre de leurs ancêtres, etc. Et donc là, il faut des réponses. Il y a l'école, mais on fait trop porter le poids à l'école. Effectivement, des musées, ça peut être intéressant, mais politiquement, qui va prendre le risque aujourd'hui de dire ça? C'est-à-dire de dire on va créer on va reprocher à la personne de vouloir je dirais, se flageller, de continuer dans l'autoflagellation française, etc. On connaît les discours. Et ça vaut donc pour cette question de faire une instance commune pour les jeunesses. Mais ça, c'est quelque chose qui aurait dû être vu et pensé il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, si vous faites ça, moi, je vois tout de suite le truc. C'est-à-dire que vous allez avoir immédiatement 10, 15, 25 sénateurs ou députés qui vont dire, ma foi, c'est une ouverture
un appel d'air pour l'immigration. On va faire des camps de vacances, ils vont venir, ils vont rester. Enfin, ça va être tellement manipulé que j'imagine mal un homme politique aujourd'hui ou un élu français prendre. Il faudrait avoir une légitimité, mais vraiment de faire, et être capable d'avoir proposé d'autres choses pour être légitime. Mais vous avez raison. Ce qui m'interpelle, c'est vraiment le fait que, si vous voulez, moi, quand j'avais 20 ans, on voyait des jeunes Français, on les rencontrait, soit on venait en France, soit vous aviez des jeunes qui venaient en Algérie, vous aviez des échanges, etc. Ça, c'est fini. Donc, vous avez des gens qui ne se connaissent que via les réseaux sociaux. Et on sait comment ça se passe via les réseaux sociaux. C'est la surenchère, c'est l'insulte facile, etc. Et tout. Et donc, on a très peu de dialogue. Euh, on a moins de dialogue qu'il n'y en avait dans les années dures en Algérie, qui étaient les années 60-70. Vous aviez une vraie dictature où la parole était contrôlée, mais où vous aviez plus d'ouverture sur le monde de manière assez paradoxale. Je vous remercie déjà pour les quelques, enfin, un certain nombre de clés. Oui, vous m'entendez? Oui, toujours pas. Là, c'est mieux? Allez, je vais essayer de parler fort, surtout bien tenir le micro, je crois. Je n'ai pas la voix qui porte. Donc, déjà, vous remercier pour les clés de lecture que vous nous avez données. Quand je dis nous, c'est les troisièmes acteurs. Je me suis reconnue dans plein de choses. Alors, il ne s'agit pas de parler de ma vie, mais je suis partie à l'étranger à l'âge de 20 ans. J'ai occupé un poste de directrice à 24 ans. Je suis revenue quadrilingue. Vous n'entendez pas? D'accord. Comme ça? Parlez fort peut-être, non? On peut peut-être se vous voyez, n'est-ce pas? Je vous vois, merci. Donc oui, donc simplement vous dire, voilà, je fais partie de ce qu'on appelle, un terme qui me fait beaucoup rire, la bourgeoisie, c'est-à-dire quelqu'un qui a effectivement passé un certain nombre de caps, de masters. J'ai 2 masters 2, mention très bien. Je fais partie des attachés principaux, c'est 0,01% des fonctionnaires. J'ai travaillé à l'étranger, j'ai 2 opportunités que je n'aurais jamais ici, on me l'a dit clairement. Donc j'ai simplement essayé de comprendre, parce que bon, la colère est une chose, mais elle ne fait pas avancer, sauf si elle se sédimente. J'ai fait de la sociologie l'année dernière. J'ai compris qu'il y avait très peu d'études en France pour nommer les choses, puisqu'on ne peut pas, dans une enquête, demander les origines des personnes. Le seul sociologue qui a pu le faire est Patrick Simon, dans une étude qui s'appelle Trajectoire et origine, qui a démontré qu'effectivement, sur 20 ans, les discriminations envers les enfants d'immigrés ont augmenté. De tête, je crois que c'était plus 24%. Donc, je fais effectivement partie de ces personnes qui, au moment de la Coupe du Monde, on me demande quel pays choisis-tu? Donc, moi, j'aurais une question tournée vers l'avenir, en attendant qu'effectivement le politique, un jour ou pas, se saisisse de cette question-là. Comment nous, Français certes, hein, mais qui sommes en recherche de clés de lecture sur l'identité, comment pouvons-nous avoir des réponses à transmettre à nos enfants dans une société qui se radicalise, hein, qui se polarise? Et est-ce que vous avez des pistes ou des choses qu'en tant que société civile pourraient être mobilisées de façon à ce qu'on puisse faire avancer un petit peu les choses au niveau de notre génération et la suivante? Voilà, c'est pas, voilà, je suis pas en train de me plaindre, hein, la France m'a donné des opportunités et je l'en remercie, mais je suis confrontée régulièrement à des situations d'humiliation. Ça va pas être possible. Je l'ai encore vécu il y a 2 ans à Toulouse, juste pour entrer dans un bar. Voilà, et pourtant je me lisse les cheveux. Voilà, c'était juste un petit témoignage. Merci. Je suis très sensible à ce que vous dites parce que il est évident que on a une mutation. Alors, je sais que vous n'aimez pas ce terme, mais l'accès à l'enseignement, le fait que beaucoup d'enfants issus de l'immigration aient pu faire des études supérieures et qu'ils soient aujourd'hui dans entrée de plein pied dans la bataille de l'emploi, mais de l'emploi qualifié. C'est-à-dire qu'on a
c'est plus les OS, c'est plus les ouvriers spécialisés, c'est plus les manœuvres, c'est plus les colleurs, les gens qui font la plonge dans les restaurants. Aujourd'hui, Fatima, Mohamed, Qadour, euh, ils sont directeurs d'agences bancaires. Ils essayent de progresser dans la pyramide sociale. Et à mon sens, je pense que c'est une des raisons des troubles que nous connaissons dans la société française. Parce qu'ils revendiquent des places qui ne leur sont pas acquises et qui, pour beaucoup, ne leur sont pas imparties, même inconsciemment. C'est-à-dire que cette visibilité de plus en plus accrue de cette part algérienne ou étrangère dans la société française, mais non plus à des postes, pardon de le dire ainsi, je dirais de bas salaire, mais à des postes de plus en plus élitistes, d'élite ou d'encadrement, est très mal vécue par une partie de la population française. Et elle ne coule pas de source, y compris pour des gens qui ont des idées progressistes. Et c'est ça le problème aujourd'hui que nous vivons, c'est cette visibilité. Je vous donne un exemple très simple. C'est un témoignage que j'ai eu, quelqu'un qui est directrice d'agence d'une assurance dans le nord de la France, et la personne rentre, elle a un sinistre, elle veut régler son problème, et lorsqu'elle se rend compte que, en fait, la dame qui est là n'est pas le planton, enfin la guichetière d'accueil, mais qu'elle est la directrice, le gars reprend son dossier et s'en va. Et ça, c'est des choses qui sont documentées. Et ça aussi, encore une fois, c'est quelque chose qui pose problème parce que ce n'est pas politiquement pris en charge. On n'en parle pas. Vous avez des forces de gauche qui en parlent un peu, qui disent qu'il faut de l'intégration et tout, mais elles ne vont jamais très loin parce que c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on est dans une sorte de compétition qui ne dit pas son nom, et vous avez de nouveaux entrants qui sont de nouveaux entrants, mais ce sont des nouveaux entrants qui ont en plus sur leurs épaules la charge du passé, d'un passé douloureux. Et donc c'est presque normal que ça se passe comme ça. C'est une bataille, c'est une bagarre. La société civile, c'est faire prendre conscience des gens de bonne volonté que ça existe et que c'est un vrai problème pour tout le monde. Et qu'il ne s'agit pas simplement de dire il faudrait faire de la discrimination positive. Ce n'est pas de ça dont les gens ont besoin. Les gens, ils se font tout seuls, ils font des stages, ils font des études et puis ils sont les seuls dans leur promotion parce qu'ils s'appellent Mourad ou Dalila. Ils sont les seuls qui n'obtiennent pas de stage. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui dans la société. Et il faut en parler. Je pense que ça ne passe pas par la loi, ça ne passe pas par des quotas, je n'y crois pas. Mais je crois vraiment au fait que les sociétés civiles s'emparent de cette question et osent regarder ça de près. En se disant, mais je vais vous dire quelque chose de direct, mais m'est-il arrivé d'aller dîner chez des gens d'origine étrangère? M'est-il arrivé d'inviter des gens d'origine étrangère? Ces deux questions qui sont basiques, qui vont peut-être étonner des gens, qui vont me dire, mais oui, mais enfin oui, mais posez-la et vous verrez quel trouble ça peut créer dans un entourage professionnel, par exemple, où on se côtoie tous, mais dans la réalité, il y a encore des séparations, il y a encore des a priori, et il y a encore une idée implicite de hiérarchie sociale, selon l'origine. Et c'est ce à quoi la France est confrontée aujourd'hui. Certains le vivent très mal, d'autres n'en ont pas conscience, mais je pense que c'est ça qui est on commence à voir des articles sur, par exemple, les gens comme vous qui quittent la France pour aller travailler à l'étranger parce qu'il n'y a pas d'opportunité ici. On commence à voir des articles sur le fait que beaucoup s'interrogent en se demandant pourquoi ils ont fait des études supérieures et qu'ils n'arrivent pas à accéder à des postes importants, pourquoi ils sont rejetés, etc. C'est une bagarre. C'est vraiment une évolution. C'est un combat. C'est un combat, mais qui ne pourra être mené que si on arrive à convaincre les forces progressistes de vraiment regarder ça de près et d'avoir conscience que c'est un vrai problème et que ce n'est pas un épiphénomène. Et qu'on peut être, sans être raciste, on peut être, je dirais, on peut avoir ce qu'on pourrait appeler une espèce de classification implicite qui exclut l'autre. Parce qu'il y a des choses dont on pense qu'elles coulent de source. Or, la France évolue, la population française évolue.
Ça, à la condition qu'on veuille que les intéressés, les gens comme vous, les gens comme moi, restent. Je ne sais pas comment ça va évoluer dans les 10-20 prochaines années. On rentre en territoire inconnu aujourd'hui. Oui, oui, pour effectivement juste rebondir là, sur ce que vous dites et ce qu'a dit Madame. Effectivement, il y a quelques années, il y avait déjà un groupe qui chantait «Ça va pas être possible». Et c'est terrible de dire qu'aujourd'hui encore, il y a cette discrimination. Je pense, là, j'ai vu qu'il y avait une grève dans les hôpitaux qui s'annonçait. Dans les hôpitaux en France, il y a beaucoup, beaucoup de médecins algériens qui ont eu des diplômes, qui ont eu complètement leur diplôme reconnu, mais pas reconnu en France, obligés d'avoir une accréditation et qui ne sont pas traités, qui n'ont pas les mêmes salaires que bon. Donc c'est un combat à tous les niveaux toujours. C'est incroyable qu'effectivement on en soit toujours là. Bon, après, ma question n'a plus rien à voir avec ça. Bon, c'était dans les points de discorde entre la France et l'Algérie. Il y a la question du Sahara occidental et la reconnaissance par la France du droit, enfin, pas du droit, mais de la mainmise du Maroc sur le Sahara occidental. Alors, est-ce que c'est un enjeu? Bon, côté algérien, ça représente quelque chose. Que fait la France là-dessus. Et après, bon, c'était quand même avoir un éclaircissement sur ces fameux accords de 68. Parce qu'ils veulent remettre en cause et tout, mais est-ce que réellement, parce que bon, ils ont encore un contenu? Parce que depuis le temps, je crois que depuis, ils sont presque obsolètes. Oui, effectivement, sur la question, ce qui a mis le feu aux poudres entre l'Algérie, il y a des polémiques récurrentes entre l'Algérie et la France. Voilà. Il suffit qu'un homme politique français fasse une déclaration, vous avez en réponse l'agence de presse officielle qui réagit, et puis ça monte, et puis ça peut se calmer. Là, par contre, là où ça a vraiment dégénéré, c'est tout de même que la France a fait un pas majeur vers la reconnaissance de, entre guillemets, la marocanité du Sahara occidental. Jusque-là, il y avait une espèce de position hypocrite qui convenait à tout le monde. Vous aviez l'Algérie qui défend le Polisario, les indépendantistes, en tout cas qui officiellement dit ce sont des populations qui doivent passer par un référendum d'autodétermination pour décider ce qu'elles veulent devenir. C'est la position de l'ONU d'ailleurs. C'est un référendum. Est-ce qu'ils veulent devenir indépendants? Est-ce qu'ils veulent que leur territoire soit collé au Maroc? Le Maroc revendique depuis toujours, enfin depuis en tout cas 1974, ce territoire. Et la France a toujours soutenu le Maroc, diplomatiquement notamment. À l'ONU, la France a toujours œuvré pour que rien ne puisse empêcher le Maroc de continuer à espérer d'obtenir le Sahara occidental. Et ça, les Algériens s'en accommodaient. Il fallait juste que la France soit discrète et qu'elle ne déclare pas officiellement qu'elle soutenait la position marocaine. Macron est allé plus loin. Il est allé plus loin que Mitterrand, il est allé plus loin que Giscard, il est allé plus loin que Chirac. Il a dit, bah, ma foi, on soutient le Maroc, le Sahara est marocain. Et les Algériens savaient très bien que ça allait arriver. Ils avaient été avertis par la diplomatie française. Mais ça a constitué une espèce de casus belli qui a fait que ça a permis à un régime qui propose rien à sa population, parce qu'il y a ça aussi en Algérie, c'est la répression en ce moment, donc d'essayer de ressouder les rangs en disant on a été trahi par la France, il se positionne avec le Maroc c'est un adversaire. Ce qui a compliqué la donne, c'est que le Maroc a normalisé avec Israël, donc maintenant vous avez des ministres israéliens qui se rendent au Maroc et qui menacent l'Algérie. Donc ça a un effet, je dirais, galvanisateur pour les Algériens, mobilisateur qu'on ne peut pas imaginer. Et donc, effectivement, cette question du Sahara, elle a été, je dirais, dommageable aux relations bilatérales. Surtout que, et là c'est vraiment un point important, je pense que c'est une erreur stratégique de Macron. C'est une erreur à la fois, y compris pour les intérêts de la France, y compris sur le plan intérieur.
j'attendais et j'espérais que les autorités françaises jouent ou continuent à jouer un rôle, je dirais, modérateur dans les tensions entre l'Algérie et le Maroc. Personne n'a intérêt à ce que ça dégénère entre l'Algérie et le Maroc, y compris la France. Si demain, ces deux pays qui se sont réarmés comme pas possible au cours des 20 dernières années s'engagent dans un conflit, et on vit aujourd'hui dans un monde où tout est possible, hein, qui aurait dit en 2020 que la Russie allait envahir l'Ukraine. On a des conflits, tous les conflits sont possibles. Si on a un conflit entre l'Algérie et le Maroc, est-ce que vous croyez sérieusement que la France va être à l'abri pour sa tranquillité intérieure vis-à-vis de ce conflit? Je rappelle qu'on a des communautés algériennes et marocaines très importantes qui vivent sur le sol français, qui sont très nationalistes, très attachées au pays d'origine, et donc c'est une catastrophe. Ça n'a pas du tout été pris en compte par les autorités françaises, qui auraient pu au contraire jouer un rôle de modération pour essayer de calmer le jeu un peu entre l'Algérie et le Maroc, et c'est un vrai souci. Pour moi, c'est un vrai souci, c'est un vrai motif d'inquiétude. Ah oui, vous avez raison, dans votre question, vous avez donné la réponse. Je suis stupéfait par cette... On a l'impression que les accords de 68 sont encore en vigueur et qu'en fait, ils permettent à n'importe quel Algérien d'arriver en France, d'avoir un travail, d'avoir ses papiers et de pouvoir travailler. Ce qui est totalement faux. C'est des accords qui ont été vidés de leur contenu, ne serait-ce que parce qu'il n'y a plus la liberté de circulation. L'un des grands points des accords de 68, c'était la liberté de circulation entre l'Algérie et la France. Or, depuis 1986, ce que je vous ai dit, il y a les visas et c'est fini. Donc, cet accord, il a été, au fur et à mesure du temps, vidé de sa substance. Il existe encore, mais il a été vidé de sa substance. On a, par de nouvelles lois, par de nouvelles ententes, on a vidé plusieurs de ces dispositifs de leur sens. Ils n'apportent quasiment plus rien aux Algériens. Bien au contraire, certaines de ces dispositions qui sont encore en vigueur pénalisent plus les Algériens, notamment les étudiants, que l'inverse. Notamment sur la durée de travail qu'on autorise pour les étudiants algériens, qui n'est pas la même pour des étudiants d'origine étrangère d'un autre pays. Et il y a plein de dispositions comme ça dont on ne parle pas. Mais c'est un hocher. On fait croire aux gens, c'est comme quand on fait croire aux gens que il suffit qu'on soit sans papier pour bénéficier d'un certain nombre d'aides financières. Ça, c'est le discours qu'on connaît. Eh bien, on fait croire aux gens que l'accord de 1968, c'est un accord qui favorise les Algériens et qu'il faut revenir là-dessus, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas le cas. Mais bon, on a du mal. C'est d'ailleurs un mystère, c'est que tous les médias qui enquêtent là-dessus et le disent, Le Monde a fait des pages et des pages sur l'accord de 68 pour dire mais il ne vaut plus rien, mais ça n'empêche pas les gens de répéter, et je ne sais pas comment on va changer la perception des choses par rapport à cette question-là. Bonjour. Alors, moi, je suis plutôt un produit de la culture, on va dire, occidentale, même si je suis franco-algérien, et je partage votre point de vue sur l'étranger. Moi, j'étais étonné quand j'étais en fac d'entendre dire que c'était un livre, effectivement, très, très ouvert. Et quand j'ai posé la même question que la vôtre, en disant, mais comment se fait-il que un Français puisse se retrouver, je veux dire, subir la peine de mort lorsqu'il a tué un Algérien? C'est impossible. Et là, il n'y a pas de réponse du prof. On a tourné la page. Donc, je partage absolument là-dessus. Sur Kamel Daoud et, par exemple, Boualem Sansal, moi, je ne les reconnais pas du tout dans mon histoire culturelle. C'est des gens que j'ignore, que je ne lis jamais. Enfin, j'ai essayé de les lire, bien sûr. Intellectuellement, il fallait quand même que je comprenne ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me correspond pas du tout à ce que je peux penser. Ce sont des idéologues. Bon, voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est... moi, je vais régulièrement en Algérie, à peu près tous les 3 mois, et je suis surpris depuis à peu près, on va dire, 1 an, de voir qu'il y a un vrai tournant qui est en train de se passer dans ce pays. Alors, vous avez peut-être déjà répondu à la question, parce que comme je suis arrivé en retard, je ne sais pas. Il y a un vrai tournant qui est en train de se passer dans ce pays. La France est mise au banc, c'est-à-dire qu'elle n'intéresse plus les Algériens. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Alors, la langue, elle est pratiquement plus parlée par les étudiants maintenant. Donc, si vous ne parlez pas l'arabe ou l'anglais, c'est très compliqué pour vous. Et cette vision de la France de terre où il faut aller,
ben, n'existe plus. C'est-à-dire que les Algériens s'intéressent à d'autres pays. Vous avez parlé d'Italie, c'est vrai. La Russie, la Chine, la Turquie, c'est de ces pays-là dont on parle. Et quand je discute même avec les officiels là-bas, c'est la même chose sur le plan commercial. Ils ne travaillent pratiquement plus. Les dernières installations d'un constructeur de voitures, il s'appelle Fiat à Alger. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai tournant. Il y a peut-être là une histoire qui est en train de se terminer, qui recommencera peut-être autrement, dans d'autres conditions, dans quelques années. Oui, vous avez raison. Effectivement, on en a un peu parlé avant que vous n'arriviez, mais euh, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même une partie de... Il y a des gens qui, eux, ont intérêt, d'une certaine manière, à ce qu'il reste encore un lien entre l'Algérie et la France. C'est ces troisièmes acteurs. C'est la communauté d'origine algérienne en France. C'est tous ceux qui ont un lien avec l'Algérie. On est là pour essayer de faire en sorte que ça continue de se parler et que ça puisse mieux se parler. Mais effectivement, ce message-là, il est de moins en moins perçu en Algérie. Alors, il faut distinguer à la fois la réaction de la population, c'est-à-dire que quand quelque chose devient, je dirais, abstrait et inatteignable, autrement dit la France, ben, on regarde ailleurs. Si je ne peux pas aller en France, si je sens confusément qu'il y a une hostilité à mon égard, ben, je vais aller en Tunisie, je vais aller ailleurs, en Chine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème ailleurs non plus, hein. Je veux dire, les étudiants algériens peuvent vous dire de raconter beaucoup de choses terribles sur la manière dont ils sont reçus en Chine ou en Russie. On ne va pas idéaliser les choses. Mais donc, il y a cette question-là. Et puis, vous avez aussi la volonté du régime aussi de punir la France. C'est-à-dire que l'économie algérienne, c'est une économie étatisée pour beaucoup. Il y a de grandes entreprises publiques. Euh, toutes les grandes sociétés nationales, l'industrie demeure encore une industrie à capitaux publics et donc sous tutelle des ministères donc, du pouvoir politique. Et on dit au PDG, vous n'achetez plus français. Macron a reconnu le Sahara, ok, d'accord, enfin le Sahara marocain. Nous, on va couper les contrats aux partenaires français. Et il y a une vraie grogne des milieux d'affaires français, de certains milieux d'affaires, qui ne comprennent pas qu'on les ait exposés ainsi à des pertes. Et c'est vraiment une situation que beaucoup d'hommes d'affaires français rencontrent aujourd'hui, c'est-à-dire que quand ils vont à Alger, déjà, pour aller à Alger, parfois, il leur faut le visa. Et donc, les Algériens commencent à jouer de cette arme aussi. C'est-à-dire qu'avant, un homme d'affaires français qui allait en Algérie, il avait un visa 1000 fois plus facilement qu'un homme d'affaires algérien qui venait en France. Mais là, maintenant, on sent qu'il y a quand même quelques petites choses qui s'engluent, etc. Et tout. Et c'est là, encore une fois, ça fait rire beaucoup de gens, mais c'est un vrai problème. C'est un problème politique qui mériterait d'être... On n'a pas intérêt à ce que ça se développe ainsi. Et je rebondis sur ce que vous disiez, 40%, moi ça ne m'étonne pas, il y a toujours, encore une fois, je vous dis, je suis arrivé en France au milieu des années 90, j'ai eu la chance d'avoir un emploi tout de suite dans un journal économique, j'interviewais des gens qui n'avaient rien à voir avec le Maghreb, qui étaient des gérants de fonds, je travaillais à la Tribune, hein, donc comme c'est dit, je m'occupais de marchés financiers, etc. et tout. Je finissais mon interview, la personne me demandait de quelle origine j'étais, je disais que j'étais algérien, et le gars, parfois c'était des noms à double particule, me racontait leur histoire algérienne. C'était un père qui avait fait la guerre d'Algérie, ou c'était la personne elle-même qui avait fait la guerre d'Algérie, c'était quelqu'un dont le frère avait fait la guerre d'Algérie, c'était quelqu'un dont le fils avait épousé une Algérienne. Enfin, il y a une histoire algérienne à tous les coins de rue. Mais ce qui est saisissant, c'est qu'ici, on peut en parler, mais moi, ce qui me fascine, c'est que c'est souvent absent dans la perception, je dirais, hexagonale majeure. C'est un non-dit, c'est autre chose, quoi. Merci. Encore une petite question.
Alors, bonsoir. Je suis une étudiante en terminale et du coup, on est venu ici parce qu'on est sur le chapitre de la guerre d'Algérie. Et du coup, j'avais une petite question. Est-ce que vous pensez que les installations faites par d'autres pays, comme par exemple la Chine ou encore la Russie en Algérie, euh, sont, font une dépendance de la part de l'Algérie par rapport aux autres pays? Donc, ils vont rester ils vont rester sous la la domination, par exemple, de la Chine ou encore de la Russie. Ah, juste une question, on vous a obligé à venir? Bon, tant mieux. Non, bah, vous savez, il y a deux manières de voir le business, le commerce international. Soit vous voyez ça comme étant des échanges où chacun gagne, où vous avez un équilibre, ou vous voyez ça comme effectivement une domination, et là c'est un problème. La domination, c'est quand vous avez une relation commerciale un peu trop importante et que vous dépendez que d'un seul pays. Mais là, actuellement, c'est des échanges. Les Algériens essayent d'avoir plusieurs partenaires économiques pour justement ne plus dépendre que d'un seul pays. Parce que les pays du Sud, comme l'Algérie, comme le Brésil, enfin, vous avez certainement dû étudier les BRICS, Brésil, Russie, Inde, etc. L'une des leçons qu'elles ont tirées du XXe siècle et de tout ce qui s'est passé, c'est que si vous êtes dépendant d'une entité, c'est-à-dire si vous avez votre commerce qui dépend énormément de l'Occident, par exemple, demain, vous pouvez être facilement dans la difficulté si vous avez des différends politiques avec ces pays-là. Vous avez des sanctions, on vous prend votre argent, Vous savez, par exemple, la Russie, avant d'envahir l'Ukraine, elle a préparé son plan. Elle s'est préparée à ce que elle subisse le moins de dommages à cause des sanctions occidentales. Et donc, ce que fait l'Algérie avec des pays comme la Chine, la Russie, mais aussi le Brésil, l'Argentine, c'est d'essayer d'avoir le maximum de partenaires commerciaux pour justement, si demain les choses se gâtent pour elles, qu'elles ne soient pas punies, qu'elles ne soient pas dans une situation d'isolement total. Et ça, c'est une des évolutions de la position des pays du Sud dans ce qu'on appelle l'économie globale. Bonsoir. Merci beaucoup pour la richesse de vos analyses entre les relations entre la France et l'Algérie dans une perspective que vous avez défendue, qu'elle soit apaisée dans les années à venir. Donc, dans cette relation binaire entre la France et l'Algérie, vous avez parfaitement illustré une typologie, l'une des typologies établies il y a quelques semaines ici au GREP par le professeur Bertrand Badi, qui a établi une typologie des puissances. Et la France, pour Bertrand Badi, est une puissance nostalgique. Donc, vous avez vraiment illustré les propos parce qu'il n'a pas donné d'exemple détaillé sur la question. Nostalgique parce qu'il est encore attaché à des réflexes du passé colonial, de puissance coloniale en Afrique. Et à un moment donné, ce que j'ai beaucoup apprécié en répondant à une question, vous êtes passé à un rapport triangulaire de l'analyse de la situation, c'est-à-dire vous avez introduit la complexité en répondant à la question de la reconnaissance par l'actuel gouvernement de la marocanité du Sahara. Donc, j'aimerais bien revenir sur ce point-là parce que c'est un point fondamental pour les années à venir, à la fois pour ce rapport triangulaire en Méditerranée. Je fais partie de ces intellectuels maghrébins qui ont pensé à la question depuis 40 ans à travers une revue que je dirigeais depuis 40 ans qui s'appelle la revue
Horizon maghrébin, le droit à la mémoire, une revue universitaire publiée à Toulouse. Et nous avons fait un compromis, nous, à l'époque, en 84, quand on a créé la revue Horizon maghrébin, de ne pas parler de la question du Sahara occidental, parce que ça gêne la coopération entre intellectuels universitaires algériens, marocains, tunisiens, etc. Et le problème est le suivant. Moi, je fais partie de ces personnes qui étaient dans la clandestinité du mouvement 23 mars de l'extrême gauche et qui fréquentent l'extrême gauche marocaine d'Abraham Serfati qui soutient le Polisario. Et moi, j'étais du côté de la marocanité du Sahara pour des raisons historiques qu'il ne faut pas revenir ici. Mais pour vous dire que mon père, qui était professeur à l'université à Marrakech d'arabe, de langue arabe, avait les deux secrétaires du Polisario chez lui comme élèves. Il y avait Louali, le premier secrétaire du Polisario, et il y avait Abdelaziz, qui était le deuxième secrétaire du Polisario. Donc on savait que c'est une rébellion à l'égard de l'opposition marocaine qui n'a pas suivi ces jeunes sahraouis qui veulent poser la question de la récupération du Sahara occidental. Donc c'est pour vous dire, ma question fondamentale est la suivante. En tant que journaliste, vous avez exercé en Algérie et vous êtes de ma génération d'enfants vainqueurs de l'indépendance, des indépendances. Donc nous sommes les enfants des vainqueurs de l'indépendance et nous aspirons à l'unité du Maghreb. Et pour moi, l'idée de dire la marocanité du Sahara dans l'extrême gauche et d'être en prison, mes camarades étaient en prison, 20 ans, 30 ans de prison, et pourtant ils reconnaissent la marocanité du Sahara, et ils sont contre le pouvoir dictatorial à l'époque de Hassan II, mais on considère que les mini-États, dans les années à venir, n'ont pas d'avenir, comme les mini-États qui ont été créés au Proche et au Moyen-Orient sous les mandats britanniques, comme vous le savez. Donc, ma question est la suivante, et je pèse mes mots. Est-ce que les intellectuels algériens, si vous pouvez me dire quelques-uns, qui soutiennent la thèse des généraux algériens aujourd'hui ou dans le passé de la question, parce que j'ai jamais vu une plume de l'élite algérienne indépendante des généraux qui soutient le Polisario. Merci. C'est une vaste question. Bon, alors moi je pense que vous avez fait une erreur peut-être stratégique à l'époque, c'est qu'il aurait fallu en parler. L'un des drames de la question du Sahara, c'est que justement les intellectuels maghrébins n'en ont pas parlé. Pour justement se consacrer à d'autres combats, il fallait se battre contre le régime de Hassan II, le régime de Boumedienne, etc. Et tout. Donc ça, je pense que parce qu'il y a il y a un vrai problème de connaissance et de perspective historique sur cette question-là. Ça, c'est la première chose. Je pense que ça a été souvent des non-sujets par souci tactique. Quand vous dites c'est la position des généraux, je vous dirais que oui et non. Il y a des généraux, comme le général Nézar, qui ont dit que, ma foi, il fallait laisser le Sahara aux Marocains et qu'un État, petit État aux frontières de l'Algérie était un danger dans la mesure où ça apporterait plus de déstabilisation, etc. Il y a en Algérie, c'est une des caractéristiques de la personnalité des Algériens et elle est fondamentale quand on veut comprendre ce pays. Il y a une adhésion très forte à la question de l'autodétermination, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que si vous expliquez à un Algérien la situation au Timor, il va devenir pro-Timor, même s'il ne connaît rien à cette histoire, parce que ça lui parle.
Ça lui parle dans sa vie, dans son histoire familiale, la guerre d'Algérie. Il n'y a pas une famille qui n'a pas été touchée. Il n'y a pas une famille qui n'a pas connu, je veux dire, des bouleversements liés à la... Donc, je pense que côté marocain, c'est une erreur majeure que de croire que le soutien accordé au Polisario par une partie de la population algérienne est juste une affiliation aux idées du pouvoir. C'est vraiment autonome, vraiment. Et à cette erreur correspond une erreur faite en Algérie à l'égard de certains Marocains, c'est-à-dire que vous avez énormément d'Algériens qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas que l'attachement au Sahara n'est pas uniquement un alignement sur la volonté du palais. Et je pense que ça, c'est un point de départ c'est le point de départ pour un débat fructueux. C'est-à-dire comprendre que les Algériens voient dans le sort des Sahraouis quelque chose qui équivaut à ce qu'eux ont vécu sous le joug colonial français. Et de manière sincère, ce n'est pas intéressé, ce n'est pas parce que c'est le régime qui leur a dit. Le régime, ils n'en ont rien à faire, c'est vraiment un ressenti. Et comprendre que pour beaucoup de Marocains, la question du Sahara, elle est fondamentale et qu'elle n'a rien à voir avec la peur du roi et de ses services. Et ça, par exemple, c'est pour ça que je vous le dis, j'ai mis des années à le comprendre. Et c'est parce que j'ai fait du terrain que je me suis rendu compte de ça, dans mes discussions avec les Marocains. En leur disant, mais vous savez, c'est pas de la haine du Marocain que de l'histoire du Sahara. Les gens, il y en a bien sûr, il y a des dirigeants qui voulaient se venger de Hassan II et tout. Mais vous avez une partie de la population algérienne qui considère, mais vraiment de manière forte, que les Sahraouis ont des droits et qu'il faut respecter ces droits, mais qui, dans le même temps, ignore que le soutien que les Marocains, enfin la revendication marocaine, est une revendication innée, intrinsèque et sincère. C'est vu des deux côtés de la frontière comme étant des gens qui obéissent au régime. Non, là, pour le coup, c'est vraiment pas ça. C'est totalement indépendant. C'est comme, pardon de la comparaison, c'est la même chose à laquelle on a affaire en Occident et notamment en France quand on dit que la population algérienne ou la population marocaine ou la population tunisienne ou la population égyptienne soutient les Palestiniens. Pour beaucoup de sionistes en France, de dirigeants sionistes, d'influenceurs sionistes, c'est la faute au régime. On vous explique que c'est parce que c'est des dictatures et donc c'est des dictatures qui obligent leur population à soutenir les Palestiniens. Ce n'est pas vrai, puisqu'on le voit bien. Le Maroc a normalisé, mais la population marocaine continue de soutenir les Palestiniens. En Algérie, c'est la même chose. Donc il y a cette différenciation, cette distanciation à l'égard des régimes, elle est importante. Maintenant, comment on en sort? Parce que cette question, elle dure depuis 1975, ça pourrit les relations entre l'Algérie et le Maroc, ça empêche un vrai développement. Bon, c'est malheureusement l'échec des projets du Maghreb uni. Moi, je pensais sincèrement que dans un cadre d'un Maghreb uni, on allait trouver une solution à cette question-là, d'une manière ou d'une autre. Le Maghreb uni, on en est loin. L'Union du Maghreb arabe, c'est une coquille vide. Ça n'avance pas et c'est malheureux. C'est dommage parce que vous avez deux populations équivalentes qui pourraient être la locomotive d'Afrique du Nord, etc. Mais ça c'est très difficile de faire passer ce message-là aujourd'hui. Mais c'est un des derniers idéaux pour lequel on peut continuer à se battre au niveau du monde arabe, en tout cas de l'Afrique du Nord. C'est cette question du Maghreb uni. Je pense qu'elle est fondamentale. Elle fait old school aujourd'hui. Les gens ricanent quand ils vous entendent parler de projets maghrébins, d'union maghrébine. Il faut y croire. Et pour moi, c'est un des combats majeurs qui mérite d'être continué à mener. Alors, j'allais dire que le débat était riche et qu'on prendrait deux courtes questions, mais bon, alors une, ok. Ok, d'accord. Bonsoir à tout le monde. C'est bon. J'ai des préoccupations à poser, mais avant, je tiens à vous remercier de toutes ces précisions.
sur cette relation franco-algérienne dont nous espérons une amélioration. Ouais. OK. Et là, du coup, bon, vous avez dit tout à l'heure que l'Algérie, la France n'est pas une obsession pour les Algériens. Et, et par contre, l'Algérie, elle occupe une place vraiment assez importante dans les débats politiques ici en France. Et parfois, elle devient aussi, l'Algérie devient aussi un problème, comment dire, un problème politique ici en France. Et elle occupe une place assez importante dans le débat politique français, en tout cas. Et là, du coup, par exemple, si le problème algérien ici est mené par le ministre, par exemple, par le ministre de l'Intérieur en France, est-ce que si ce problème n'est pas mené par le ministre, le ministre chargé des affaires diplomatiques, est-ce que vous espérez encore, là-dessus, je vous interpelle en tant que rédacteur en chef du Monde diplomatique, est-ce que vous espérez une solution diplomatique à ces problèmes? Et si on voit par exemple les derniers gestes de l'Algérie pour ne pas avoir la France en face qui contourne, qui passe par l'Allemagne pour aborder, pour parler à la France. Donc, est-ce que vous espérez là-dessus une solution diplomatique à ces problèmes? Et aussi sur la question de l'alignement de la France, sur la question l'alignement de la France sur la position marocaine en ce qui concerne le Sahara occidental. Le Sahara occidental, surtout sur la question du Sahara occidental, souvent on oublie la position de l'Union africaine, qui est la principale instance politique du continent et qui, à ce titre, elle a quand même une certaine compétence sur le sujet et que l'Union africaine reconnaît notamment la souveraineté du Sahara occidental. Et cette position n'a pas du tout changé et que la France aujourd'hui, en piétinant vraiment cette position de l'Union africaine et en s'alignant derrière la position marocaine, est-ce que la France dispose encore aujourd'hui d'une diplomatie qui est à la hauteur de la diplomatie française d'antan qu'on reconnaît, surtout après la guerre de l'Irak, qui est une diplomatie de médiation et tout? Est-ce qu'aujourd'hui, la France dispose encore d'une telle diplomatie de médiation? Je vous remercie. Bon, c'est une très bonne question sur l'Union africaine, vous avez raison, mais il y a en ce moment même une bataille féroce entre les diplomates algériens et les diplomates marocains au sein de l'Union africaine, puisque la volonté marocaine, c'est de faire exclure la République arabe socialiste sahraoui démocratique. Donc il y a une bataille diplomatique. Donc il y a toujours des arrangements, parce que vous avez le principe du réel. La France a besoin de l'Algérie, comme l'Algérie a besoin de la France. La France a besoin de l'Algérie, ne serait-ce que sur les questions sécuritaires, de coopération sécuritaire. Et ça a été bien dit par l'actuel ministre de l'Intérieur. Il y a des menaces, il y a des réseaux qui, eux, ne connaissent pas les frontières. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas discuter entre pays voisins, ne serait-ce qu'échanger des informations. Donc, il y aura toujours des solutions diplomatiques pour les crises. Là, le problème, ce n'est pas les solutions diplomatiques pour le court terme. Le problème, c'est une coopération diplomatique et politique pour un cadre un peu plus important et un peu plus ambitieux. Ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, on va très certainement, dans quelques temps, avoir une espèce de réconciliation montée sur pièce. Il y aura les caméras, on va dire, l'Algérie et la France prennent un nouveau départ jusqu'à la prochaine crise. Et il y en aura d'autres. Donc, c'est un peu ça aussi qui pose problème. Sur la diplomatie française, bon, il ne m'appartient pas de juger, mais je trouve que depuis le dernier grand coup d'éclat de la diplomatie française, ça a tout de même été le discours de Villepin à l'ONU en 2003. Depuis, on sent bien qu'on est on est un pays qui a du mal à se situer dans l'échiquier international, surtout à l'heure où on a une espèce de durcissement des relations internationales. On a, je ne sais plus qui avait dit ça, c'est le temps des voyous. Je veux dire, face à Trump, face à Poutine, c'est pas évident d'avoir on pèse ce qu'on pèse et on revient à la réalité.